bonsoir Bernard Alliance. Bonsoir. Oui, c'est JC pour la web radio Ville Lumière. Oui. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation en fait. C'est bon? Ouais, je t'écoute. D'accord, ok, voilà. Donc merci d'avoir accepté l'invitation de la web radio au Ville Lumière. Donc hier, l'équipe titrait La France a choisi. Alors donc, on ne sait pas vraiment si la France a choisi, mais hier, Didier Deschamps a fait les choix. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le changement, c'était pas hier chez Didier Deschamps. Alors, j'aurais aimé avoir une réaction déjà sur la forme, le côté 23 plus 7. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut se souvenir que Didier Deschamps est resté traumatisé par la fuite de Clairefontaine. C'est pas la fuite de Rennes, c'est la fuite de Clairefontaine. Vous vous souvenez qu'en 98, Aimé Jacquet, alors sélectionneur, avait choisi la formule de 28 joueurs. Et puis, juste avant le coucher, elle annonçait à 6 d'entre eux, notamment Sabrina Mouchi, qui sera sélectionneur de la Côte d'Ivoire durant la Coupe du Monde au Brésil, et des joueurs comme Nicolas Netta, qui ne ferait finalement pas la Coupe du Monde. Ça avait entraîné un petit psychodrame au sein de l'équipe de France, puisque les joueurs avaient refusé de dormir à Clairefontaine, ils avaient quitté aussitôt, c'est-à-dire en pleine nuit à Clairefontaine, en téléphonant à des taxis pour leur demander de venir les chercher. Et tout ça avait créé une espèce de flou, un malaise et un mal-être chez les joueurs. Et Didier Deschamps s'en est souvenu, et c'est pour cette raison qu'il a décidé de ne pas entretenir un suspense superflu en convoquant 30 joueurs, sans dire qui, parmi ces 30 joueurs, ferait partie des 23. Il a préféré être très clair. Il a pris les 23 qui, pour lui, devront être du voyage au Brésil, plus 7 par remplaçant, mais 7 suppléants le cas échéant. Et moi, je trouve que cette façon de faire, au moins les choses sont claires, nettes et précises. Elles sont posées. Alors, peut-être que certains diront qu'il aurait fallu que Didier Deschamps maintienne le suspense pour maintenir le groupe sous pression, l'incertitude, etc. Moi, je trouve que le sélectionneur a pris une bonne décision, parce que ça permet de clarifier les choses. Puis vous savez, on arrive en fin de saison, on va enclencher une autre compétition qui va être très très longue. Ce sera 6 à 8 mois de préparation de compétition, de vie commune. Les joueurs, à ce moment de la saison, ils ont besoin de se reposer, car ils sont fatigués physiquement, mais aussi nerveusement et mentalement. D'accord. Alors, certains disent que c'est finalement un 23 plus 7 un peu masqué. Enfin, c'est parce que dans sa conférence de presse, il a laissé entendre que finalement, il verrait sur le terrain comment se comportent, comment sont les gens, à quel niveau ils sont, au niveau de performance. Donc finalement, les 7 réservistes pourraient se retrouver, certains pourraient se retrouver dans les 23. Selon vous, c'est plausible? Ah non, c'est absolument pas ce qu'a dit Didier Deschamps. Il faut juste se replacer dans le contexte. Il donne une liste le 13 mai. Puisque c'est des règlements de la FIFA qui lui imposent de communiquer une liste de 13 noms au maximum, mais la Coupe du Monde va commencer pour la France que le 15 juin, c'est-à-dire dans un mois. Oui. Vous vous rendez compte, dans la vie d'un footballeur, un mois, c'est très très long. Il peut y avoir encore des joueurs qui se blessent ce week-end pour la dernière journée de championnat. Il y a aussi une finale de Ligue des Champions qui va impliquer Karim Benzema, et puis il y aura 3 matchs de préparation. On ne sait pas ce qui peut se passer d'ici le début de la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'il a décidé de choisir et de garder pour une petite période 7 réservistes. Mais ça ne veut pas dire que ces 7 réservistes seront ceux qui vont venir se mêler à la course 23. C'est juste un principe de précaution et Didier Deschamps ne peut pas faire autrement. Oui, mais il faut quand même voir qu'il prend Clément Grenier et Rio Mavuba, 2 joueurs qui reviennent un petit peu de blessure, hein, Clément Grenier surtout. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut penser que Clément Grenier fera la Coupe du Monde. Écoutez, si Didier Deschamps l'a pris, c'est qu'il va la faire. Maintenant, je vais vous poser une question, de Coupe du Monde, ça se joue à combien? Ça se joue à 23, certainement. Ouais, mais jamais. Vous verrez jamais une équipe qui va au bout utiliser 23 joueurs. 23 joueurs, oui, c'est sûr.
Non, mais c'est on sûr. sait tous pertinemment qu'une Coupe du Monde, ça se joue à 13, 14, 15 joueurs. Ça veut dire que tu pars d'une logique de groupe et pas d'une logique de joueurs. Aujourd'hui, les Français sont à peu près 60-65 millions de sélectionneurs. Ils pensent qu'il faut prendre les 23 meilleurs joueurs. C'est pas les 23 meilleurs joueurs qu'il faut prendre. Jamais on a pris 23 meilleurs joueurs dans une sélection, qu'elle soit française ou étrangère. Tu prends les 23 meilleurs, tu prends les 23 joueurs qui peuvent te permettre d'obtenir le meilleur groupe. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans sa liste, à partir du moment où il n'y a pas Samir Nasri, mais je suis sûr que vous n'avez pas manqué de me poser une question là-dessus, il y a Je voulais pas encore poser. Ouais, mais je sais pas, vous allez me la poser. Mais si vous voulez, de véritables numéro 10, aujourd'hui, il n'y a que Valbuena. Donc il avait besoin sans doute d'idées Deschamps de notre joueur dans ce profil. C'est pour ça qu'il a pris Clément Grenier, de préférence un joueur comme Lacazette qui a fait une très bonne saison. Lacazette était polyvalent, il peut jouer à droite dans l'axe, mais on a déjà ce profil avec Louis Crémy et un peu Griezmann. Donc à un moment, il y a un équilibre de groupe, un équilibre de liste que Deschamps a voulu respecter. Concernant Marouba, il a fait le choix d'intériorité, le choix de l'expérience. Lima Vibra, c'est un leader, c'est un super joueur, c'est un leader et un joueur positif. Et il a opté pour lui. Alors c'est vrai que on aurait pu penser qu'ils prennent Maxime Gonalon, mais là c'est vraiment des choix à la marge, si vous m'excusez l'expression. C'est pas ça le fondamental. Moi je serais plus inquiet aujourd'hui, non pas de l'état de santé de joueurs qui auront visiblement très peu de chances de jouer, mais je suis plutôt inquiet de l'état de santé de nos défenseurs. Les défenseurs, c'est-à-dire Varane, par exemple. Regardez Evra, qui est resté visiblement le National, qui a fait sans doute la saison la pire saison de sa carrière. Tu as Varane qui a des problèmes au genou, etc., etc. On a notre ami Mamadou Sakho qui est revenu au pire moment pour Liverpool. On se souvient tous de ce match face à Crystal Palace, où ils mènent 3-0, ils font 3-3. Il est titulaire ce jour-là. On n'a pas des joueurs qui sont très performants et deux qui ont des personnes extraordinaires. On peut avoir quand même quelques craintes concernant Raphaël Varane, qui a repris à peine la compétition et qui a été longtemps handicapé par son genou. Ça, c'est des vraies questions, si vous voulez, qui interpellent. On sait qu'on sera performant d'un point de vue offensif parce que Karim Benzema réalise une superbe saison avec le Real Madrid, mais moi c'est plutôt derrière. Je suis un petit peu sceptique sur les capacités de notre équipe à voyager sur le plan défensif, et on sait très bien que si tu veux aller loin dans une phase finale, la base, le fondamental, c'est la défense. D'accord. Alors, je vais vous surprendre, je vais vous poser une question sur Nasri. Mais je ne vais pas vous la poser peut-être de la manière que vous pensez. Non, non, parce qu'en fait, depuis quelques jours, il y a une polémique concernant le fait que finalement, ce sont des cadres qui sont venus voir Didier Deschamps après le match contre l'Ukraine. Et donc, on dit à Didier Deschamps, non, celui-là, on va pas pouvoir, ça va pas pouvoir le faire. Donc, est-ce que c'est quand même pas choquant que ça se passe comme ça, en fait, dans un groupe, qu'il y ait une petite partie qui vienne finalement dire ça à l'entraîneur, qu'il n'y ait pas, je sais pas moi, que cette petite partie-là n'aille pas voir finalement le joueur et lui dire, bon, là, voilà, quoi, ça ne se passe pas, mon gars, il faut que tu changes et tout. Et là, ça fait un petit peu, je sais pas moi, un côté rapporteur. Quand vous partez en vacances, vous préparez vos vacances, vous partez avec vos potes. Oui. Vous n'avez jamais de discuter entre vous, se dire, on aime beaucoup Samir, c'est un super mec, mais franchement, partir 6 ou 8 semaines avec lui, ça va pas être possible. Ouais, mais après voilà. Si c'est quelqu'un qui vraiment, voilà, il est important. Bon, c'est vrai que bon, Samir non plus, il a pas été non plus jusqu'à présent explosif en équipe de France. Mais bon, il a quand même fait une bonne saison. Peut-être que bon, ils auraient peut-être pu aller le voir et lui dire bon, ben, là, mon gars, tu n'agis pas très bien, voilà. Donc là, ils vont voir direct Deschamps et puis au revoir. Vous savez, dans le football, c'est comme dans le reste dans la vie. Il faut avoir de la mémoire.
Et Samir Nasri n'est pas un joueur qui débarque en équipe de France. C'est pas un joueur qui débute et qui est difficile à canaliser. C'est un joueur qui était déjà là en 2008. Ouais, d'accord. Je vois où vous voulez en venir. Ouais, continuez. Il était déjà en 2010, en 2012 à l'Euro, avec deux sélectionneurs différents, avec un groupe différent, avec des équipiers différents, et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné avec des jeunes, ça n'a pas fonctionné avec des anciens. Pourquoi? Parce que Samir Nasri, s'il est titulaire, il n'y a pas de problème. S'il n'est pas titulaire, il y a un gros problème. Et à un moment, on ne peut pas reprocher à Didier Deschamps d'avoir appliqué le principe de précaution. On ne va pas demander à un troisième sélectionneur de réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Je veux dire, il ne faut quand même pas oublier aussi que quand Samir Nasri est revenu en équipe de France, il s'est mis pendant un an dans la roue de Ribéry, de Franck Ribéry. Bon. Il a vu que c'était son intérêt et il s'est mis dans la roue de Ribéry. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. C'est donc à un moment, ce sont des données, parce que c'est une ville, comprenez, il faut vraiment avoir à l'esprit que les joueurs vont partir dans une aventure humaine, et j'insiste sur la notion d'humaine, pendant 6 à 8 semaines. Que se passera-t-il si déjà au bout de 2 semaines, et que Nasri débute pas le premier match de préparation, si déjà il commence à traîner les pieds? Ça va vite devenir invivable. Quand je vous disais qu'une Coupe du Monde, ça se joue pas à 23, mais à 14 ou 15 joueurs, je suis intimement convaincu que ça se gagne à 23 joueurs. C'est-à-dire que les joueurs qui ne jouent pas doivent arriver à maintenir, même en étant à l'écart, même en étant acteurs, spectateurs d'une Coupe du Monde, mais c'est en termes de frustration, les gens n'ont pas conscience de la souffrance que ça peut représenter pour un footballeur, mais ils sont professionnels, ils doivent garder un esprit positif et un esprit de groupe, parce que sinon le Coupe du Monde, il ne la gagne pas. Et Didier Deschamps, qui est quand même quelqu'un d'expérimenté, il sait très bien, parce qu'on l'a constaté vraiment encore à la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud, qu'une Coupe du Monde, c'est rarement la meilleure équipe qui la gagne, c'est l'équipe qui est la moins fatiguée, 2, qui a la moins de blessés, et 3, qui a le moins mauvais état d'esprit. D'accord. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, un groupe, c'est une somme d'ego et d'individualisme poussé à outrance, et je vous garantis que pour arriver à les contenir pendant 6 ou 8 semaines, c'est pas une moindre performance. Donc il a appliqué le principe de précaution, Didier Deschamps, on ne peut pas lui reprocher. Effectivement, c'est un joueur qui a eu sa chance, c'est vrai, et qui ne l'a pas vraiment tenu à plusieurs reprises. Oui, il a plusieurs sélectionneurs. Et puis, si vous me permettez d'ajouter un mot, parce que je trouve très important, quand tu vois dans l'entourage de Samir Nasri des propos complètement surréalistes qui accusent le sélectionneur raciste, sa copine notamment. Oui. Mais c'est d'un grotesque absolu. C'est-à-dire que quand on prend cet argument racial, ça veut dire qu'on n'a aucun argument. Oui, je me souviendrai. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 98. Rappelez-vous ce qui s'est passé à l'Euro 87. Il faut savoir raison garder et pas porter ce genre d'accusation complètement stupide quand on n'a aucune culture et aucune mémoire. Que je sache jusqu'à preuve du contraire, Aimé Jacquet, il n'a pas retenu David Ginola pour la Coupe du Monde 98. Et à l'époque, David Ginola, il était largement supérieur en termes de niveau à Samir Nasri, puisqu'il avait été élu meilleur joueur d'Angleterre. Oui. Il n'avait pas pris Eric Cantona, qui a ressuscité à lui tout seul un jeu endormi comme Manchester United. Il ne l'a pas pris comme Didier Deschamps n'a pas pris Samir Nasri, sur des critères sportifs et techniques. Simplement sur des critères sportifs et techniques et de dynamique de groupe. Bah. Oui. C'est vrai, et donc d'ailleurs quand on voit effectivement ce qui a été dit hier sur Twitter par la copine de Samir Nasri, on se rend encore compte que ce joueur est souvent quand même mal entouré. Voilà, donc
Ensuite, donc, moi, j'aurais aimé savoir maintenant, il y a la liste des 23, donc plus 7. Que pensez-vous vous pensez que l'équipe de France a une chance pour cette Coupe du Monde? Ben, écoutez, il faut quand même dire les choses comme elles sont. En 2010, on a été miraculés avec la main heureuse de Thierry Henry qui a mené le but de Gallas contre l'Irlande. On peut quand même dire, pour avoir couvert les deux matchs de barrage contre l'Ukraine, on a été quand même un petit peu miraculés parce qu'on est resté en vie alors que les Ukrainiens en fin de match à Kiev avaient la balle de 3-0. Et on a eu une espèce de rédemption lors du match retour en gagnant 3-0, mais avec une espèce de communion, d'union sacrée entre les Bleus et l'équipe de France. Alors aujourd'hui, il est évident qu'on est tout sauf la meilleure équipe. Au Brésil, on n'alignera pas la meilleure équipe. L'Espagne nous sera encore au-dessus. Il en ira de même de l'Allemagne, sans doute de l'Argentine, voire de l'Uruguay, sans oublier bien sûr le Brésil. Aucune équipe n'a gagné en Amérique latine quand ce n'était pas une équipe d'Amérique latine. Aucun Européen n'est arrivé à gagner là-bas. Donc c'est un formidable défi. C'est un formidable défi. On a eu encore la chance de voir notre sélectionneur avoir les mains et le reste trempés dans le bénitier, avec un tirage qui nous a été on ne peut plus favorable. Je ne dis pas que ça va être facile. Attention, je ne dis pas que de battre la Suisse, l'Honduras et l'Équateur, ça sera facile. Il n'y aura aucun match facile pour la France. Maintenant, on a quand même de fortes probabilités de sortir de la phase de groupe. Après, tout se jouera sur un match et on a très bien vu en 2006, on avait fait une phase de groupe absolument moribonde. On se qualifie contre le Togo et on arrive après à faire des matchs extraordinaires parce que l'équipe de France s'est aujourd'hui inscrite depuis une quinzaine d'années dans son ADN. On a une équipe et une culture de compétiteurs et de gagnants. Alors oui, tout est possible. Maintenant, il faut aller à cette Coupe du Monde, pas comme j'entends pour préparer l'Euro 2007, ça me fait hérisser les cheveux sur la tête et Dieu sait si j'en ai, mais il faut y aller pour la gagner, bien sûr. Il faut essayer d'aller la gagner. Est-ce qu'on y arrivera? C'est autre chose. Mais c'est vrai qu'on s'est fixé un quart de finale. Il ne faut pas oublier qu'en fonction de la place, si on finit premier ou deuxième, on aura en huitième de finale déjà un morceau, ça va être l'Argentine, visiblement le Nigeria ou la Bosnie-Herzégovine. Ce sont des équipes qu'il faudra jouer et battre. Hein. Après, en quart de finale, tout est possible. Ouais. Alors pour finir, pour finir, j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre livre, Coupe du Monde Inside. Ouais, si vous pouviez nous présenter un petit peu ce livre. Ben écoutez, on parle depuis le début de cette émission de l'humain. Et quand on m'a proposé d'écrire un livre sur la Coupe du Monde, j'ai voulu justement remettre un peu l'humain. Vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui de problèmes économiques, de business, d'argent, d'industrie qui représente la Coupe du Monde, mais il ne faut pas oublier que la Coupe du Monde, ça reste avant tout une formidable aventure humaine. Et à travers Coupe du Monde Inside aux émissions Tana, c'est ce que j'ai voulu raconter. J'ai voulu raconter le destin de héros tragiques comme Garrincha, le formidable dribbleur brésilien, mais j'ai voulu raconter aussi le destin de joueurs méconnus comme le haïtien Jean-Joseph, qui a été le premier dopé de l'histoire de la Coupe du Monde, ou des destins de joueurs qu'on connaît un petit peu en France, comme Andrés Jarmat, ancien attaquant d'Auxerre, qui pouvait, à l'époque, qui était un joueur extraordinaire, mais qui n'avait pas le droit de franchir le rideau d'Auxerre, qui devait attendre que les Coupes du Monde ou les championnats d'Europe des Nations pour briller. J'ai raconté aussi les histoires de nations tragiques comme la Corée du Nord en 1966 ou l'Irak de Saddam Hussein en 86. Et puis, j'ai eu le grand privilège de faire raconter la légende de la Coupe du Monde par ceux qui l'ont écrite. J'ai rencontré et joint 36 anciens champions du monde ou joueurs emblématiques comme Roger Millard, Rabat Madjer et quelques ballons d'or qui m'ont raconté, qui ont témoigné au travers d'une vingtaine de grandes interviews qui ont raconté, qui ont expliqué leur Coupe du Monde. Et puis j'ai le grand plaisir que Michel Platini m'ait fait l'amitié de me préfacer Coupe du Monde Inside. Donc vous voyez, il y a à la fois des histoires de nations, des histoires de pays et des témoignages. Il y a même une histoire d'amour. Vous apprendrez pourquoi Osvaldo Piazza, vous vous souvenez d'Osvaldo Piazza, l'Argentin de oui.
Oui. a renoncé à devenir le premier Argentin champion du monde par amour pour sa femme. Ah ouais. Ah ben ça s'annonce Ouais, très intéressant. je suis allé aussi sur les traces de Jamel Zidane, qui a été le premier Zidane buteur en Coupe du Monde en 1986. Tout le monde l'a oublié, mais c'est pas notre Zizou national qui a été le premier Zidane buteur en Coupe du Monde, c'est Zidane algérien de 1986. Alors, il y a plein d'histoires formidables. On peut en parler toute la soirée. Il y a aussi Andrade. Vous savez qu'Andrade, ça a été la première grande star du football mondial. Il était uruguayen, il a été champion du monde en 1930. Et ça a été la première grande star black de sport qui était à l'époque réservé aux blancs. Et tout cela, presque 30, 40 ans avant le roi Pelé, c'est tout dire. Ah ouais, d'accord. Eh bien, ça s'annonce intéressant, en tout cas comme livre. Et en plus, c'est la saison de la Coupe du Monde, donc je pense que on peut conseiller aux lecteurs d'aller lire. Ça a l'air super intéressant en tout cas. Ben oui, Voilà. j'espère que les lecteurs et les auditeurs prendront autant de plaisir à lire Coupe du Monde Insight que moi j'en ai eu à l'écrire. D'accord. En tout cas, on vous remercie Bernard Lyons d'avoir Écoutez, merci accepté à cette vous. invitation. C'est toujours intéressant d'avoir vos commentaires parce que on sent le passionné et ça fait plaisir d'avoir un peu de passion dans le football parce que souvent le football est de plus en plus décrié. Oui, le football est de plus en plus décrié à cause de l'argent qui envahit, mais il faut pas oublier que le football c'est aussi une passion. Et la Coupe du Monde, d'ailleurs, cette Coupe du Monde, c'est vraiment comment dire, l'aboutissement pour moi d'une carrière de footballeur. C'est au-delà de l'argent, parce que l'argent est venu après, mais il ne faut pas oublier qu'au départ, le football, c'était une passion, c'était un plaisir, et ce n'était pas l'argent. Voilà, donc, et à vous entendre, c'est une passion, ça fait plaisir d'entendre des passionnés, parce que des fois, ça se perd un petit peu. Et vous lirez la préface de Michel Platini, Oui. qui est vraiment dans le ton de ce que j'ai voulu faire en écrivant ce livre sur la Coupe du Monde, parce que Michel Platini, il explique comment gamin à Joffre, fils d'immigrés italiens, il rêvait de la Coupe du Monde et comment il en a vécu trois. Il en a même organisé une. Il lui a juste manqué de la gagner, mais tu sens vraiment à travers vous lirez la préface, vous comprendrez la philosophie du bouquin et l'esprit de remettre le joueur, le jeu au centre du projet football. D'accord, mais ça fait super plaisir. Vous savez quoi, moi je vais effectivement aller me le prendre, ce Coupe du Monde Inside, et je me permettrai effectivement de vous envoyer mes commentaires concernant ce projet, mais j'aurais aimé vous avoir pour une autre interview, pour un projet que je prépare, un documentaire sur le football, si ça vous dérange pas. Donc je reprendrai contact avec vous. Voilà. Avec plaisir. D'accord. En tout cas, je vous remercie Bernard Lyons d'avoir accepté cette invitation. Passez une très bonne soirée. Merci à vous et puis bonne Coupe du Monde alors. Hein. Merci à vous aussi. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Allez, au revoir. Au revoir. Salut à tous.